Alors, les mondes du Nord, l'Écosse, etc., j'ai une tendresse particulière pour ça. Le voyage qui a été absolument déterminant, curieusement, c'est un voyage extrêmement banal apparemment, c'est en Californie. Simplement, je partais en étant tombé sur une histoire. J'avais écrit sur le romantisme, la révolution romantique, et s'arrêtait en 48. Et il y avait plein de petits romantiques français dont je ne voyais plus mention dans les journaux après. Et un jour, par hasard, sur un bouquin, je vois quant au conte de Rousset-Boulbon, qui était un de ces petits romantiques, il partit comme tant d'autres en Californie à la recherche de l'or. J'avais jamais fait le lien entre la révolution de 48, ou les révolutions de 48, et la découverte de l'or en Californie. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient fait, il n'y a pas de bouquin sur le sujet. Et là, je creuse un peu et je tombe sur un truc absolument ahurissant où je m'aperçois qu'en fait, la révolution de 48 a réussi. Elle s'appelle la Californie. De toute l'Europe, des milliers de 48 d'effets en Europe convergent vers la Californie avec l'idée, avec l'or, on va réussir le paradis sur Terre. Et Lola Montes tenait café littéraire dans la Sierra Nevada, à Grass Valley, en prenant une route qui s'appelait Kemper Street, K-E-M-P-E-R, écrit en breton en plus, comme ça, avec deux neveux de Victor Hugo. Les 48 arts étaient là-bas. Entre 20 et 40 000, les chiffres varient sur les historiens, 48 arts français ont été déportés en Californie à cette époque-là par l'intermédiaire d'une loterie dont les bénéfices servaient à fréter des bateaux et dont la brochure publicitaire avait été faite par Alexandre Dumas, fils. On est tout de suite dans des histoires absolument insensées, pendant qu'à travers la prairie, les mystiques religieux, Quakers, anabaptistes, tout ça, c'est pas les hors-la-loi qui ont traversé la prairie d'abord, ils viennent après, ils sont jamais très courageux, les hors-la-loi. Ceux qui partaient, c'était des villages entiers avec le pasteur en tête, la Bible à la main, qui rejouait la traversée de la Bible vers la nouvelle Jérusalem, et les placèrent en Californie. Tout d'un coup, je voyais un reportage en Revue des Deux Mondes qui disait « Et les mystiques religieux affrontent les principes ténébreux du socialisme dans la nuit ». Je me dis « Mais mince, mais c'est mieux que la Sorbonne en mai 68, quoi. C'est dans la fièvre de l'or, les utopies religieuses, les utopies socialistes qui se heurtaient, s'embrasaient, etc. » Je dis wow, c'est formidable. Et donc, j'étais parti par là-bas avec l'idée d'un roman que j'ai fait d'ailleurs sur cette aventure-là. Et en plus, je tombe sur Stevenson, là-bas, une maison Stevenson à Monterey. Et je ne savais pas que Stevenson avait vécu en Californie, d'ailleurs des aventures absolument dramatiques, et il a failli mourir. Il part jeune dandy, il revient écrivain de génie, donc, et je découvre en plus le lieu exact de l'île au trésor, le lieu dont il s'est inspiré pour l'île au trésor, qui s'appelle Point Lobos, une presqu'île au sud de Carmel. Je me rappelle que Jean-François Degnaud avait pris ça très haut quand je lui ai dit ça. Il lui a dit mais non, tout le monde sait que c'est dans les Caraïbes. Je lui ai dit écoutez, là j'ai une lettre manuscrite de Stevenson, si ça vous intéresse, où il dit expressément que c'est Point Lobos. C'était et bon, et il a fait un petit peu la gueule sur le coup comme ça, mais non, c'était, et puis d'un coup je me suis dit voilà, mais c'est en fait ça, on ne sait pas parfois pourquoi on fait un voyage. C'était à la recherche de Jack London et de Stevenson et de l'île au trésor, et en plus je l'ai trouvé géographiquement, et puis je l'ai trouvé métaphoriquement. En plus ils passent leur voyage de noces dans la Napa Valley, Silverado, la vallée à côté, c'est la vallée de la Lune de Jack London, et c'est là que j'entends parler de baleines grises qui descendent du nord et qui vont se reproduire en Basse-Californie dans des lagunes où l'eau est très salée. Et c'est pas vrai, il y a aussi Melville et Moby Dick qui me donnent rendez-vous. Je suis descendu les voir, ça a été un voyage insensé dans un désert de cactus en fleurs parce qu'il venait de pleuvoir avant. Enfin bref, c'était un voyage où j'avais l'impression que tout me faisait signe, quoi. Et tout ce qui a suivi, les éditions de Stevenson, les essais théoriques de Stevenson, les débats autour de ça, la création d'une revue, la création des tournants voyageurs, tout est parti de là. Donc en même temps, on a le sentiment d'être tout d'un coup pris par quelque chose, par un enchaînement de quelque chose qui vous reconduit d'ailleurs à vos passions d'enfance. Enfin, c'est vraiment ce qui m'avait construit au départ, mais les choses se sont enchaînées de manière nécessaire jusqu'à Kong.
parce que les êtres humains sont plus grands que le monde, parce qu'ils ont des rêves plus vastes que... Voilà, moi je veux parier sur cette partie-là de liberté, sur ce que j'appelle le poème en chacun. Parce qu'en plus, quand on dit ça, on se trompe. Moi, je me souviens quand, à une époque, dans l'édition, on disait qu'il faut faire des livres courts, écrits gros pour les gosses. Évidemment, ça, c'était les éducateurs qui faisaient la promotion, en plus de cette horreur absolue pour moi qu'est le ludo-éducatif. Comme s'il fallait que ce soit ludique pour faire passer l'éducatif ou l'idéologie, si l'on veut, comme ça, non, où on joue et où on fait de l'éducatif, mais pas les deux. Mais personne s'était aperçu que pendant ce temps-là, les gosses, ils étaient en train de lire des sagas en 8 volumes de 800 pages chacun, d'heroic fantasy. Je me rappelle Alison Lurie qui m'a raconté ça en 68. Elle avait vu, elle enseignait à Ithaca. Et puis elle voit les gamins qui arrivaient à ses cours avec des t-shirts Frodo for President, je crois aux fées, etc. Puis elle appelle ses collègues à Berkeley qui disent oh là là, ici, parce qu'elle était la militante qui lisait la revue d'extrême gauche partisan, militait contre la guerre au Vietnam, etc. Et c'est là que j'ai compris quand même que pendant que les parents avaient abandonné leurs enfants pour aller manifester dans la rue pour la juste cause, les gosses, eux, ils étaient en train de lire Tales from the Crypt, Mad, étaient plongés dans la fantasy, etc., les sorciers, les magiciens, les trucs, et que disaient, mais 68, c'est pas Marx et Marcuse, ce sont les années Tolkien, ils disaient. Ce qui n'était pas faux, mais les adultes sérieux et responsables, politiquement dans la bonne ligne, ne s'en étaient pas aperçus. Les gosses lisent des bouquins qui peuvent faire des milliers de pages. C'est pas Internet qui les empêche de lire. Hein. Je pense que de croire qu'on vit dans l'instantanéité permanente est peut-être une illusion. On a toujours besoin de rêver pour soi quand même. Et rêver pour soi, ça demande... de faire le silence de temps en temps quand même aussi.